La Matrescence, vous écoutez l'épisode 73 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Maria Val et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Et puis surtout, partagez sur les réseaux sociaux. J'ai lancé mon site web, vous pouvez aller y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez jamais écoutés. Tout y est, clémentinesarlat.com. Il y a des annonces qui marquent, et celle d'Émilie Daudin, le 1er novembre dernier sur son compte Instagram, n'a laissé indifférente aucune femme. Émilie est influenceuse et maman de 2 enfants. Le 1er octobre 2020, le ciel lui tombe sur la tête. Elle découvre qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, triple négatif. Elle a 32 ans. Ce cancer est agressif, il concerne 10 à 15% des personnes atteintes de cancer. Et d'ailleurs, quand on cherche sur Google ce mot, la première suggestion est « espérance de vie ». Parce que oui, la mort approche de près celle qui développe ce type de cancer. Pour rappel, une femme sur 8 est atteinte de cancer du sein et c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Dans son post Instagram, Émilie, avec beaucoup de sobriété, raconte se battre pour elle, mais aussi pour que nous, en tant que femmes, n'oublions pas de nous faire dépister. Alors si vous écoutez cet épisode, que vous avez un doute, n'attendez plus, prenez rendez-vous avec votre gynécologue ou votre sage-femme. Cet épisode est fort en émotion. J'ai voulu comprendre ce que peut ressentir une maman de jeunes enfants qui doit gérer une chimiothérapie, son couple, ses peurs, son rapport au corps, son entreprise et cette lutte acharnée face à ce terrible crabe. Aujourd'hui, Émilie n'est pas guérie. Elle est en plein traitement, mais elle sait d'ores et déjà que l'insouciance c'est fini. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le podcast qu'Émilie a lancé sur le sujet, qui s'appelle Triple Négatif, ou d'écouter l'épisode dans Power où elle raconte la découverte de son cancer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Émilie. Salut Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'être mon invitée dans ce podcast pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et j'imagine qui te tient beaucoup à cœur aussi. Merci à toi parce que c'est une super place pour pouvoir en parler, donc merci beaucoup. Alors déjà, tu as 2 enfants et je voulais savoir ce que ça avait changé, l'arrivée de tes enfants chez toi. Je sais que tu as écrit un livre sur la maternité, donc j'imagine bien que ça a bouleversé quelques trucs. Est-ce que tu peux me raconter ? Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais vraiment jeunes. Je faisais du babysitting à 11 ans. Enfin, j'adore les enfants, vraiment. Enfin, à 11 ans, déjà, je trouve ça complètement irresponsable de laisser un enfant de 11 ans garder d'autres enfants. Mais je gardais même des bébés. Enfin, mais j'étais très mature. Mais je n'imaginais pas forcément tout ce que ça pouvait engendrer comme bouleversement psychique, physique, tout ça, jusqu'à ce que j'ai mes enfants, jusqu'à ce que j'ai mon fils. Ça a tout transformé. Et mais moi, je ne m'attendais pas à réagir comme j'ai réagi avec l'arrivée de mon fils. En fait, tu ne sais pas comment tu vas réagir, je trouve, tant que tu n'as pas ton enfant dans les bras. Non, c'est clair, c'est impossible. Et ça a bouleversé beaucoup de choses, tu vois. Enfin, donc c'est Gustave qui est né, Gustave, mon premier-né. J'ai eu énormément de chance parce que c'est un petit garçon. Il est exceptionnel, je l'adore. Enfin, c'est un petit garçon très gentil, drôle. Et vraiment calme et plein de choses que je vois maintenant que j'ai ma deuxième enfant qui est l'inverse, que j'adore ma fille mais elle est l'inverse. Et en fait, avoir commencé la maternité avec lui, c'était génial de pouvoir
la voir pour premier enfant, pour se faire la main, comme on dit, parce que je trouve que tu apprends à devenir parent avec ton premier enfant. T'apprends pas à être parent dans les livres, t'apprends pas... C'est vraiment concrètement du jour le jour, et ça a été génial de le devenir avec mon chéri, du coup, devenir parents ensemble, et d'apprendre, et surtout moi, c'était une petite introspective aussi personnelle sur quelle maman je suis, quelle maman j'ai envie d'être, et puis en fait de dire aussi au revoir à beaucoup d'injonctions aussi sur la maternité, parce qu'on en reçoit des milliers d'injonctions, et c'est ça moi qui m'a beaucoup énervée, c'est les injonctions. Est-ce que aussi vous avez déménagé à Rouen quand tu as eu tes enfants, vous étiez à Paris, est-ce que ça a aussi joué dans le fait que vous vouliez une autre vie, une autre qualité de vie peut-être, de quitter la capitale? Alors en fait, quand on habitait à Paris, Gustave, on habitait dans un 44 mètres carrés, qui était notre appartement qu'on avait acheté. Il dormait dans le salon. On avait refait l'appartement, on avait une toute petite chambre pour nous. On avait fait un énorme espace de vie, enfin énorme, dans 44 mètres carrés, j'entends, pour qu'il puisse avoir son coin à lui. Et il a dormi comme ça 18 mois. Donc c'était compliqué, mais c'était top de pouvoir commencer aussi comme ça la vie de famille, entre guillemets. Et ouais, le but, c'était de partir de Paris pour avoir plus grand déjà, moins cher, parce que Paris, pour avoir deux chambres, voire 3 chambres, ça coûte très vite, très très cher. Et vu qu'on était tous les deux indépendants et que mon chéri, il bosse en Normandie parce qu'il a un verger, je me suis dit, moi, je peux travailler partout. Donc, Rouen, c'est pas loin de Paris. Les loyers sont 2 à 3 fois moins chers que Paris, pour 2 à 3 fois plus grand. Et c'était l'arrivée de mon fils. Mais à côté de ça, j'avais de la chance, c'est qu'il était en crèche municipale. Juste à côté de la maison, une crèche géniale. J'ai adoré cette crèche, j'en ai pleuré quand on est parti, elle pleurait aussi, et c'était top de pouvoir tout faire à pied sur plein de choses, mais j'ai trouvé que c'était pas adapté dans la vie de tous les jours, parce que prendre le métro avec la poussette, c'est la galère. Une fois sur 2, on t'aide pas. Moi, j'avais des bleus sur les genoux chaque fois que je le prenais. Dans le bus, c'est 2 poussettes max dépliées. Après, le reste, c'est l'enfer. Je me souviens quand on était avec les poussettes et qu'on envoyait une autre arrivée, une 3e ou une 4e, on était en stress de qui devait déplier sa poussette. Enfin, replier sa poussette, c'était un enfer. Enfin, franchement, pour moi, j'ai trouvé que c'était une agression là-dessus, en tant que parent. De vivre à Paris, sauf si t'as beaucoup de moyens et du coup t'as un énorme appart, t'as limite l'ascenseur dans ton immeuble, t'as ta place de poussette en bas réservée dans un local poussette bien fermé, t'as ta voiture en dessous où tu peux partir facilement en province pour le week-end. Mais quand t'as pas tout ça, c'est compliqué, quoi. J'ai trouvé que c'était vraiment difficile. C'était une agression permanente, je trouvais. Aujourd'hui, tu sens apaisé rien à dans voir. la vie que t'as? Ouais, franchement, quand nos amis parisiens viennent à Rouen, ils se prennent des claques. Ils se disent, ah ouais, c'est calme, c'est cool parce que nous, on habite en centre-ville, parce que moi, je suis quand même citadine. Et en même temps, j'ai l'impression d'être à la fois à la campagne, mais à la fois en pleine ville. Je fais tout à pied. Moi, je fais tout à pied. J'aime faire tout à pied, être indépendante, pas de devoir... avoir une voiture pour pouvoir bouger et tout, même si on le fait le week-end pour aller en forêt ou pour aller à la mer, pouvoir tout faire à pied avec les enfants, pour moi, c'est un luxe. Alors, je t'ai invitée sur ce podcast parce que j'avais très envie que tu nous racontes le combat que tu es en train de mener. Le 1er octobre dernier, tu as découvert que tu avais un cancer, le cancer du sein. Mais même si tu es jeune, je tiens à le dire parce que je crois qu'on a tous ce cliché de se dire que le cancer, ça touche les femmes plus âgées. Et tu l'as découvert malheureusement à tes dépens que c'est pas le cas tout le temps en tout cas. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? On est début janvier. Apaisée. Parce que quand tu découvres un truc comme ça, tu te prends tout dans la figure. Moi, j'ai beaucoup pleuré au début. Après, j'étais très en colère. Maintenant, on va dire que je suis plus dans la phase d'acceptation de ce qui se passe. Et en fait, quand tu te bats contre ton pire cauchemar, c'est mon pire cauchemar, un cancer, de pouvoir peut-être disparaître, la maladie qui ne m'avait jamais effleuré l'esprit. J'avais de la chance d'être en bonne santé. Puis j'ai que 33 ans, donc je ne m'attendais pas du tout à avoir ce diagnostic. Et c'est vrai que tu contrôles pas les émotions que tu vas avoir à ce niveau-là encore, tu vois. Tu te découvres en fait face aux épreuves de la vie. Et là, je suis plus dans l'attente de la suite. J'ai hâte de savoir juste si mon cancer réagit bien à la chimiothérapie et que ça a enlevé toute trace de cellules cancéreuses dans mon corps. Parce qu'après, je vais être opérée, donc voilà,
c'est pas fini encore. Donc en fait, tu es quand même dans les phases comme un deuil finalement. Comme un deuil, franchement. Ouais, la colère, l'acceptation, la tristesse. C'est le deuil de ton ancien toi, de ta ancienne vie en fait. Ta vie comme telle, tu l'as toujours connue, c'est fini. C'est-à-dire que moi, la vie de maman insouciante, qui n'avait comme souci que son postpartum, ses enfants à gérer, sa vie de couple, tu vois, se passer, peut-être réfléchir à un 3e enfant, réfléchir à... c'est fini en fait. La maladie m'a enlevé ça. Donc c'est vrai que ça a été très difficile, tu vois, la vie, tu vois, j'avais une vie entre guillemets d'apparence où ma vie était, je faisais des choses sur Instagram, donc j'avais les looks, j'avais mon visage, mes sourcils, mes cils, mes cheveux, toute cette apparence de jeune femme, entre guillemets normale, m'a été enlevée à cause de la maladie. Dans l'épisode que vraiment je conseille d'écouter, que tu as sorti sur ton podcast, où tu expliques tout le cheminement, comment tu as découvert ta maladie, parce que ça n'a pas du tout été du jour au lendemain. Tu as eu beaucoup de petits signes et d'alertes. Tu expliques à un moment que tu n'as pas tout de suite dit à tes enfants ce qui se passait. Pourquoi et comment est-ce que vous avez amené la discussion avec eux, ils sont petits, hein? Ouais, alors Gustave, il a 3 ans et demi. Et je lui ai toujours dit que j'avais une petite boule au sein, mais avant de savoir que c'était cancéreux, parce qu'en fait, c'est quand il m'a donné un grand coup pendant le confinement que la douleur, elle s'est vraiment réveillée. Et je lui ai expliqué, chez maman, elle a une petite boule au sein, donc fais attention, s'il te plaît, quand tu joues avec moi ou quoi, tu fais attention. Donc il me dit, ah, t'as une petite boule, tu veux toucher? Ben regarde, c'est là. Et j'ai dit, t'inquiète pas, je vais gérer. Et c'est vrai que ça a été... Moi, je voulais leur dire tout de suite, et c'était plus mon conjoint qui était plus en mode, je veux les protéger, etc. Parce que lui, la maladie, déjà, elle fait peur, ce qui est normal. Il n'a pas envie d'avoir des enfants traumatisés par la maladie de leur mère. Parce que pareil, tu vois, moi, ce qui était très difficile pour moi, c'est de me dire, mes enfants, là, je leur prive d'une mère en bonne santé. Ça, c'était une claque. Hein. J'en ai beaucoup pleuré. Parce que je me dis, c'est injuste. Moi, j'ai connu des parents en bonne santé. Mes parents sont toujours là, ils sont jamais été malades. En fait, je deviens quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas comment tu vois ce que je veux dire. Je leur offre une histoire qui va être différente de celle de leurs copains. Et je trouve ça injuste à leur âge de connaître ça. Donc ça a été un peu une claque. Et du coup, j'avais acheté des livres. J'ai acheté un livre qui s'appelle Maman est une pirate, un livre pour enfants qui parle du cancer du sein d'une manière détournée. La maman qui devient une pirate parce qu'elle est obligée de se raser les cheveux, elle va sur un bateau, le bateau qui est l'hôpital pour les traitements, etc. Donc elle revient les barbouiller parce que c'est vrai qu'avec la chimiothérapie, selon laquelle on va avoir, on peut être très nauséeuse. C'est ce que j'ai eu en premier. C'était très compliqué, j'étais dans mon lit à chaque fois qu'ils revenaient de l'école, etc. Mais pour moi, c'était important d'être transparente avec eux parce que j'ai des amis qui ont eu leurs parents malades et qui m'ont dit qu'elles ont appris par exemple que leur maman avait un cancer que plus tard, que par exemple à 18 ans, c'était le mot interdit cancer dans la famille et que ça a été une claque pour eux. Moi, je voulais que mes enfants soient au courant de ce qui se passe, en même temps les rassurer et leur dire c'est pas pour autant que je vais mourir demain. Et ça s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que, comme les cheveux, mon mari voulait pas que je me montre crâne rasé, il voulait pas les traumatiser davantage. Au départ, je montrais pas, et puis j'ai montré. Et puis ils s'en fichent. Ma fille, elle a rigolé, elle a 15 mois maintenant. Elle était morte de rire, elle m'a touché les cheveux, le crâne. Ça l'a fait rire en fait de sentir cette sensation, et elle s'en fiche. Franchement, les enfants en fait après passent au-dessus. Mon fils maintenant le voit, il va pas dire ah, c'est drôle, c'est juste le jour où je suis revenue avec ma perruque. Quand je me suis rasé vraiment les cheveux, mon fils m'a dit tes cheveux sont pas tombés? Alors que j'avais les cheveux tout. Alors j'avais quand même coupé mes cheveux entre-temps, j'avais les cheveux mi-longs, je les ai coupés courts avant de commencer la chimiothérapie pour que ce soit moins compliqué. Donc il m'avait vu les cheveux courts, il a dit c'est comme moi. Et puis là il me revoit arriver un vendredi soir en mode qu'est-ce que t'as fait là? Enfin, ça l'a fait rire. Et ça les fait rire quand j'enlève ma perruque. J'avoue, j'ai un peu honte de dire ça, mais j'ai mis ma perruque sur ma petite fille une dernière fois pour rigoler. Ils étaient morts de rire les deux. C'était drôle de voir Perny avec des cheveux longs noirs, avec sa petite tête blonde, rien à voir. Et voilà, c'est plus dédramatiser la maladie, quoi. Enfin, moi, c'est important. Mais c'est drôle, en fait, ton fils, tu peux pas le duper, il t'a grillé, en fait. Les enfants, c'est mort, hein, ils voient tout de suite. Hein.
Il voyait tout de suite quand j'avais le pansement aussi, quand je revenais de l'hôpital, parce que j'ai un pansement au niveau de la chambre implantable. Après la chimiothérapie, il dit bah t'as ton pansement aujourd'hui. Enfin voilà, ils voient tout les enfants, mais en même temps ça le traumatise pas du tout. Parce que tu as parlé, que tu as mis des mots. Et parce que j'ai expliqué, j'ai mis des mots, et je pense que c'est important de mettre des mots. Les enfants sont pas bêtes, hein. Il faut pas leur cacher les choses. Je pense qu'au contraire, si tu caches les choses, ce que j'ai fait au début, ils étaient traumatisés, hein. C'est-à-dire que les nuits se réveillaient à nouveau, les cauchemars. Alors que si tu dis les choses clairement, en fait, ils comprennent et ils sont moins dans cette ce truc caché, quoi. C'est non dit. Et ils grandissent aussi et ils passent à autre chose. Parce que le parent lui a fait confiance, il lui a dit ce qui se passait, etc. Pour moi, c'est important de le dire. Est-ce que vous êtes accompagné psychologiquement à travers ta maladie, que ce soit toi ou en famille, par rapport à toutes les conséquences ou à ce que ça engendre comme changement dans votre famille ? On n'est pas accompagné. Alors, il faut savoir qu'à moi, à l'hôpital où je suis traitée à Rouen, la psychologue, c'est une amie à moi qui est là le mardi. Et vu qu'on n'a pas le droit aux visites, elle venait me voir mes 4 premières séances de chimiothérapie qui étaient très lourdes. Mais vu que ce sont des chimiothérapies qui m'ont traumatisée, là, je lui ai dit que je ne voulais plus la voir pour l'instant. Je voulais la voir en dehors de l'hôpital parce que sinon, je vais l'associer à vie à mes séances de chimiothérapie que je n'ai pas envie. Donc, en gros, je pourrais la voir. Mais en fait, vu que c'est une amie, elle que soit ma psychologue, c'est pas possible. Il faudrait que mon conjoint soit accompagné et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment qu'on le fasse par rapport plus à la chirurgie qui va se passer au mois d'avril, qui va m'enlever le sein. Là, je pense qu'il faudrait que lui soit accompagné par exemple, de groupes de parole pour parler avec des maris dont la femme a vécu la même chose, parce que c'est traumatisant pour moi, mais moi, ça serait autre chose, je vais en parler avec quelqu'un, mais je pense que aussi pour le conjoint, de pouvoir parler de sa peur, tu vois, de voir sa femme aussi avec une chirurgie. Il y a des cancers, si tu veux, qui sont plus à l'intérieur du corps et qui se voient moins. Enlever un sein, c'est pas la même chose. Et après, je pense aussi, s'il voit que moi je le vis bien, il le vivra bien aussi, comme après avoir eu ma césarienne pour mon premier, qui n'était pas prévu. C'était un petit choc et en fait, on l'oublie complètement que j'ai une césarienne, quoi, même si j'ai aussi la cicatrice aujourd'hui qui est visible. Et vu que je ne vais pas être reconstruite immédiatement, malheureusement, ça va être 1 an et demi à peu près, où il y aura la cicatrice, etc. Et je pense que ça peut jouer aussi sur des relations sexuelles futures, sur la relation de couple également. Donc c'est des choses dont on ne parle pas. Et ce qui est difficile, c'est que les hommes, on leur dit « Non mais attendez, votre femme, c'est le plus important, c'est qu'elle soit en vie. » Bien sûr que le plus important, c'est que ça soit en vie, mais il y a aussi un choc psychologique aussi sur le corps qui est modifié. On ne prend pas assez en compte cette partie-là. On prend juste la partie en compte de la personne qui est en vie, qui est soignée ou qui est guérie, et ce qui est très bien, mais on ne prend pas en compte le résultat psychologique, les dégâts psychologiques que ça peut créer derrière sur le couple. Donc je pense qu'il faudrait qu'il soit aussi suivi à ce niveau-là, et je vais faire en sorte aussi que ses amis masculins l'aident aussi là-dessus, dans ce cheminement-là, pour le rassurer, même si ses amis n'ont pas connu une femme. Je suis la seule de mes amis pour l'instant à avoir un cancer du sein aussi jeune. Je pense que ça peut l'aider à discuter avec ses amis. Et tu mentionnais que vous avez lu un livre pour tes enfants, pour leur faire comprendre. Est-ce qu'on t'a renseigné ? Est-ce que tu as des gens qui, via ce que tu as expliqué sur les réseaux sociaux, qui t'ont contacté pour t'expliquer comment eux, ils avaient géré ? Tu as créé t'as tissé des liens, quelque chose, ou pour l'instant, non ? Alors, pour ça, pour savoir quel livre... pas du tout, parce que personne ne savait trop. Moi, c'est plus moi qui ai donné des conseils à des lectrices qui passaient par là et qui ne savaient pas. En fait, moi, je suis justement allée à la librairie qui est à côté de chez moi. Je leur ai demandé. Et la libraire m'a conseillé le livre, elle l'a commandé, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'aimerais vraiment créer un livre, une collection de livres pour enfants. C'est un projet, je me suis dit, non, je suis malade, tu vis ta vie à fond, et j'aimerais vraiment créer des livres pour enfants où j'écris, où j'ai quelqu'un, je pense, pour les dessins, et pour que les enfants puissent aussi trouver leur refuge là-dedans, les parents aussi. Pas que sur la maladie d'ailleurs, mais j'aimerais bien créer au moins un livre là-dessus pour accompagner, qu'il n'y ait pas qu'un seul livre que je connaisse. Parce que j'en ai un autre que j'ai lu, mais que je n'étais pas très très fan. C'était plus d'ailleurs pour tout ce qui était lymphome, mais que j'ai trouvé que ça m'a... On l'a lu avec mon mari, on s'est dit ouais non, ça c'est pas ce qui nous plaît, c'est trop trop bizarre. Mais un livre qui parle à plusieurs enfants selon l'âge
qu'ils ont pour les accompagner, et puis aussi pour les parents, pour les guider et les rassurer. Mais oui, après, j'ai créé des liens, entre guillemets, avec des lectrices, parce que j'en ai eu beaucoup qui sont venus me contacter, qui m'ont dit, déjà, suite à la prise de parole, j'ai eu beaucoup qui sont allés se faire contrôler, dépister. Il y en a qui sont en attente de résultats, là, suite à des masses dans leur sein ou des douleurs. D'autres qui ont découvert leur cancer et du coup, elles ont été acheter le livre dont j'avais parlé. Mais je pense qu'il y a encore un manque là-dessus peut-être de communication sur la maladie qui était vachement tabou avant, hein, on va pas se mentir. Hein. Parler de maladie, de la mort. Enfin, d'ailleurs, on parle pas de mort dans ces livres-là. Hein. Peut-être qu'il en faudrait un aussi pour des parents parce qu'il y en a, le cancer du sein tue quand même 12 000 femmes par an. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'orphelins par an de mamans. Et je pense qu'il faudrait des livres effectivement adaptés aussi sur le deuil aussi, pour une façon de l'apprivoiser, d'en parler librement pour pas que ce soit quelque chose de caché. Et sur la maladie aussi parce que les enfants se questionnent. Hein. Moi j'ai pleuré des larmes à chaque fois que je lisais le livre. Là je peux plus trop le lire actuellement parce que ça m'a fait beaucoup pas de mal, mais même si le livre est positif à la fin où elle guérit la maman, hein, j'en suis pas encore là, donc c'est ça qui est difficile pour moi, c'est que j'ai hâte d'en arriver là. Mais il faudrait des choses sur les étapes, il y a plein de choses à faire en fait sur la maladie, donc c'est un projet que j'aimerais faire mettre en place, ouais. Comment est-ce que l'annonce avec ton conjoint, ça s'est passé ? Parce que tu dis, eux, ils sont peut-être un peu mis sur le côté, on se concentre sur la personne qui est malade, tant mieux. Hein. Mais comme tu dis, ça implique une famille entière. On pense aux enfants très rapidement. Et peut-être que souvent, on met un peu de côté ce que peut ressentir le conjoint. On le met carrément de côté. Ça, je m'en suis rendu compte. En fait, il n'était pas avec moi au début. Quand j'ai fait les examens, je les ai fait à Paris. Donc, nous, on habite à Rouen. Et en fait, j'ai demandé à ma meilleure amie de l'appeler pour lui expliquer, parce que je pense que si moi je l'appelais, si je l'aurais appelé, il m'aurait dit « Ah, ça va, t'en fais trop ». Enfin, parce qu'il a un rapport avec le médecin qui est très... pour lui, je vais chez le médecin tout le temps, alors que je vais jamais chez le médecin. Hein. Je veux dire, j'y suis allée effectivement quand j'étais enceinte, parce que j'avais pas le choix, hein, pour les enfants, pour les vaccins. Et lui, je dirais pas, il a très peur je pense, de tout ce qui est médecin, hôpital, etc. Et je pense qu'il m'aurait pas cru si c'était moi qui lui annonçais que c'était grave. Au tout début, quand il y avait après la mammographie qui était pas bonne. Il a pris conscience quand c'est ma meilleure amie qui l'a appelé, qui lui a posé les choses, en plus elle est très terre à terre, puis elle a fait des études scientifiques, donc elle a pu lui expliquer les choses. Moi, je l'aurais pas bien expliqué parce que je me serais embrouillée. Et on aurait eu ce rapport de force en mode on serait pas compris et ça aurait été pas bon du tout. Donc il a compris. Là, ça lui a fait une douche froide. Bien sûr, l'inquiétude. Il a pas montré tout de suite. Il est venu avec moi le jour où on a eu l'annonce concrète comme quoi c'était bien un cancer, il était avec moi. Il m'a soutenue parce que j'étais en train de m'effondrer dans le cabinet quand on m'a annoncé le mot cancer, puis après chimiothérapie tout de suite. J'étais là, non mais c'était compliqué. Enfin, il tenait bon. Je l'ai vu pleurer alors qu'il pleure jamais. Et il a reçu, je pense, beaucoup de messages de ses amis. Je sais qu'il n'a pas répondu à tout le monde parce qu'il a toujours du mal à répondre à tout le monde aux messages et qu'il est vite submergé. Mais ouais, on les met de côté, les hommes, là-dessus. En fait, on leur laisse pas le choix d'expression, enfin, pas leur liberté d'expression, d'exprimer leur peur, leur peur de perdre leur femme. Moi, il m'a dit, à chaque fois que j'aborde le sujet, c'est non, mais de toute façon, tu vas pas mourir, tu me laisses pas seule avec les enfants. Ça, c'est dur. Ça, c'est vrai que parler de la mort, c'est pas quelque chose que tu envisages dans la trentaine, ni après. C'est là aussi que tu te rends compte des sentiments de l'autre pour toi. Parce que la vie, toi, nous on s'est jamais mariés pour l'instant, donc j'ai pas encore eu droit à mon discours, tu vois, de ton conjoint qui te dit le jour où tu te maries, et tout ce qu'il pense de toi. Et c'est vrai que c'est quelque chose on voulait, nous, on veut se marier normalement pour ses 40 ans à lui, qui sont dans 3 ans, et on espère pouvoir le faire. On espère, effectivement. Et tu vois, pour lui, quand je lui parle de récidive, quand je lui parle de ma peur de la récidive, quand je lui parle de plein de choses, il veut pas l'entendre, parce que c'est pas possible pour lui. Mais je pense qu'effectivement, quand la maladie sera derrière moi, quand je serai opérée, quand on m'aura dit, c'est bon, pour l'instant, vous êtes on surveille, parce que la rémission, elle va pas tout de suite. Elle sera dans
le cancer du sein triple négatif que j'ai, il y a des risques de récidive dans les 18 mois, généralement. Dans les 18 à 36 mois qui suivent la fin du traitement. Si j'ai passé les 3 ans, on pourra commencer un petit peu à souffler. Si j'ai passé les 5 ans, on va pouvoir vraiment souffler. Parce que la récidive, elle arrive vraiment dans les 5 ans. Et j'aimerais vraiment ne pas récidiver, parce que je sais que si ça récidive, c'est foutu, je suis en métastase. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de traitement pour vraiment nous soigner, nous guérir à 100%. Donc c'est gagner des années. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui était difficile. Alors, c'est de savoir quel cancer du sein j'avais. Parce qu'on nous dit, ouais, le cancer du sein se guérit bien. Quand on voit le cancer du sein triple négatif, que j'ai pas compris tout de suite qu'il était grave. Tu te dis, bah ouais, c'est bon, je fais mes traitements dans 6 mois, dans 9 mois, c'est bon, je suis guérie, j'en passe à autre chose. Quand je me suis rendu compte que c'était un cancer aussi agressif que celui-ci, je me suis dit, attends, mais en fait, si ça se trouve dans 9 mois, je suis pas guérie, quoi. Je peux pas passer à autre chose. Et c'est cette façon de dire, en fait, de ce couple, de se dire, bah, en fait, on va pas pouvoir souffler tout de suite. Et on sait pas de quoi demain sera fait. Donc, je suis un peu partie dans les discussions, mais pour dire que ouais, la partie psychologique, elle n'est pas encore faite pour lui, et je pense que elle sera faite. Il va pouvoir peut-être souffler et respirer que quand ils m'annonceront que je suis guérie dans X mois, ou je sais pas. On verra comment ça va se passer. Tu as mentionné ta future opération. Ouais. Toi, tu as quel rapport avec ton corps aujourd'hui ? Il t'a donné 2 magnifiques enfants. Je sais que tu milites aussi pour le postpartum et pour qu'on ait un regard différent, mais aujourd'hui, voilà, c'est une autre étape, c'est autre chose. Comment est-ce que tu en veux à ton corps ? Franchement, je veux dire un truc, honnêtement, j'adore ma poitrine. Honnête, des trucs très bêtes, mais j'adore mon corps, j'en veux absolument pas à mon corps. Et c'est ça qui est très bizarre, c'est autant j'en voulais à mon corps après avoir eu la césarienne, parce que mon col il s'ouvrait pas. J'ai fait un travail dessus, et après j'ai eu mon accouchement voix basse, et voilà, enfin j'ai eu aussi une fausse couche entre temps, bref, j'ai eu plein de choses qui m'ont fait un cheminement personnel là-dessus. Autant mon corps, bah, en fait je crois qu'il a pas demandé cette tumeur qui est venue. On ne sait pas encore d'où ça vient. On ne sait pas si c'est génétique ou si c'est autre chose. Autre chose, ça veut dire environnemental. Peut-être aussi un choc. Tu sais, tu peux développer un cancer suite à un traumatisme. On ne sait pas. Donc, j'en veux pas du tout à mon corps. C'est juste que ça m'embête vraiment, sincèrement, d'enlever ce sein que je trouve très beau, qui est mon sein préféré. C'est mon sein droit parce qu'il a des grains de beauté, qu'il est très beau, et que tu vois, je suis droitière et que c'est mon sein. Ça m'aurait moins embêté que ce soit mon sein gauche. Alors c'est très bête de dire comme ça, hein, parce que j'ai pas le même rapport avec mes seins. Et mon sein gauche, bah, on va dire que je le vois moins, ou je l'utilise moins, entre guillemets, et du coup, ça m'embête vraiment de l'enlever, parce que bah voilà, j'aime mon corps, mais après, bah, c'est la maladie, et que bah, si ça peut me permettre de rester en vie, bah, je l'enlève. Mais j'aurais préféré une reconstruction immédiate pour le coup. Pas avoir la cicatrice. Parce que ça veut dire repasser sur le billard dans X mois pour à nouveau me faire opérer, pour qu'on me remette une poitrine. J'ai envie de me faire opérer, hein, je te dis. J'ai pas envie d'être sans ce sein. Ça se trouve, dans 6 mois, j'aurais changé d'avis. Hein. Mais j'aime avoir une poitrine, donc c'est plus ce côté devoir repasser sur le billard, avoir soit un petit expandeur, ou avoir cette cicatrice. Et en fait, ça me saoule de devoir gérer une cicatrice. Je sais pas les gérer. J'ai très mal géré ma césarienne de postpartum. Je l'ai pas bien massée comme il faut. Même si j'ai fait de LPG après, je l'ai fait 9 mois après. En fait, ça va être une contrainte pour moi, sincèrement. Et c'est horrible de dire ça. Hein. Enfin, c'est juste que je vais avoir ça en plus à penser. Ça va me mettre encore ce truc de avoir mes rendez-vous chez le kiné tout le temps. Je préfère avoir quelqu'un, en fait, limite, qui me masse, que ce soit à moi de le faire. Parce que je pense que je vais avoir de l'appréhension, j'ai peur de mal faire. Je vais stresser à la moindre boule qui va apparaître en dessous, parce que ça peut être aussi un retour de cancer avec des ganglions. Et en fait, ça va me stresser plus qu'autre chose, je pense. Mais pourquoi est-ce que tu dois attendre 1 an et demi ? Parce qu'en fait, je vais avoir des rayons après la chimiothérapie, et que la peau va être abîmée. Et ils peuvent pas te reconstruire tout de suite. Et du coup, vu qu'ils veulent être sûrs, je pense que je n'ai pas de récidive.
Donc voilà. Ils te disent pas ça vraiment, mais je l'ai compris avec des filles qui ont ce cancer, que c'était plus pour ça qu'ils le faisaient aussi. À la fois que la peau elle se permette de se régénérer parce qu'elle aura un peu souffert avec les rayons, qui est quand même c'est de la radiothérapie, hein. Et après du coup de vérifier qu'il n'y a rien derrière. C'est quoi aujourd'hui ta plus grande peur face à ce cancer? La récidive. C'est les métastases. Parce qu'en France, on n'est pas encore... En fait, le cancer triple négatif, on ne sait pas le soigner. Dans le monde entier. Hein. Y a des cliniques en Allemagne qui arrivent à avoir des traitements novateurs en immunothérapie qui marchent bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui partent en Allemagne le faire. En France, je crois que ce traitement commence tout récemment à arriver. Mais il n'est pas donné systématiquement. Il n'est pas connu. Donc, moi, j'aimerais juste... En fait, savoir qu'un traitement fonctionne. Et du coup, si j'ai une métastase, on pourra la soigner. Mais ce n'est pas encore le cas, malheureusement. Donc c'est ma plus grande peur, c'est la récidive. Qui va conduire du coup à la mort. En cheminement, ça veut dire encore la chimiothérapie. J'ai pas envie de refaire la chimiothérapie, quoi. J'ai pas envie de repartir dans un processus. J'ai envie de passer à autre chose. Et je sais qu'il y a des femmes qui ont une triple négative, qui sont en rémission. Hein. Il y en a, hein, heureusement. Hein. Mais c'est vrai que quand on est dans ce traitement de maladie, on pense aussi à la récidive, malheureusement, parce qu'elle est omniprésente. Mais il faut que je m'accroche aussi aux personnes qui sont en rémission totale. Justement, quand tu découvres ton cancer et que tu fais toute la batterie d'examens et que tu vois les professionnels spécialisés dans cette maladie, est-ce qu'on pose des mots sur il y a une guérison possible, il n'y a pas de guérison? Enfin, est-ce qu'on te dit quelque chose ou tu navigues à vue? On te dit on va tout faire pour vous soigner. Et en fait, ça, je ne l'ai pas entendu tout de suite. Parce que quand on t'annonce que tu as un cancer, moi, j'étais... Enfin, vraiment, Tu sais, quand tu vois dans les films, quand tu as le personnage principal qui apprend quelque chose, il n'entend plus rien. Les mots résonnent, mais en fait, en écho. C'était un peu ça, ce que j'ai vécu. Même si j'essaie de me raisonner, parce que j'ai quand même eu un discours cohérent avec le chirurgien qui m'a annoncé la maladie, parce que j'avais lu, par exemple, le livre de Géraldine Dormois sur son cancer, alors qu'il n'est pas le même cancer. Mais du coup, je savais parler, je savais de quoi je parlais. Je comprenais le langage médical et je pouvais avoir une conversation avec le médecin parce que j'avais compris les choses. Mais t'entends pas tout. Je crois qu'avec mon conjoint, on n'est pas d'accord sur la phrase qu'elle aurait prononcée. Lui, il a entendu qu'elle pouvait me guérir et moi, j'ai entendu l'inverse. Donc, il y a ça aussi. Et ils prennent pas de risque à t'annoncer, je crois, hein, en tout cas, vous êtes entre bonnes mains. Elle m'a dit, lui, il pense qu'elle m'a dit, on sait soigner cette maladie. Moi, j'ai compris qu'elle disait, on ne sait pas la soigner, mais on va tout faire pour. Donc, il y a... je pense que c'est tellement un choc, qu'on n'a pas... Et je la revois bientôt, je la revois dans 2 semaines pour en parler. Donc, j'en saurai plus à ce niveau-là. À ce moment-là, ouais. Ça m'intéressait d'avoir ton témoignage parce que tu es maman et que le rapport à la mort quand on devient parent, il est quand même vachement différent. Et il prend un tout autre sens. Et tu es aussi la fille de tes parents. Comment ça s'est passé avec tes parents? Mon papa, il a une réaction qu'il a... Il a pas pu m'appeler. Il a fui. Il s'enfermait dans son bureau. Et... Il a peur de me voir partir. Ça a été très difficile pour moi parce que mon papa, on est très proches. On a toujours eu une relation tous les deux très proches. Un peu moins ces dernières années parce qu'il travaille beaucoup, puis j'ai les enfants, etc. Mais je suis sa première fille. Et puis lui, il s'imagine pas que je parte avant lui. Ça a été très difficile. Après, il m'a appelé, il m'a expliqué, il est très... il a compris, hein, je lui ai expliqué, j'ai dit à ma mère, écoute papa, il m'a pas appelé. Et ma mère, elle me dit, c'est très compliqué pour lui, et je comprends très très bien. Et ça, je lui en ai pas voulu du tout. Ma mère, c'était plus compliqué parce que à ce moment-là, mon grand-père a eu une annonce du cancer en même temps. Genre début octobre, comme moi. Ma mère a dû gérer à la fois son papa malade et sa fille malade. Et je pense que ça a été pour elle très difficile psychologiquement parce qu'elle était dédoublée parce que moi j'habite à Rouen, elle habite dans le Var et mes grands-parents habitent dans l'Aveyron. Avoir géré son papa malade, sa fille malade, un cancer en même temps, je pense que c'est une situation dans laquelle personne n'a envie de se retrouver.
Donc ça a été très compliqué pour elle. Ma mère, elle m'a dit tout de suite, en plus elle travaille, elle m'a dit écoute, je peux m'arranger, je peux avoir des heures, je peux venir t'aider avec les enfants. Donc c'est ce qu'elle a fait. Dès qu'elle a pu, elle est venue prendre une semaine, elle est venue m'aider. Elle est présente, ça a été une claque. Hein. Elle a jamais pleuré devant moi. Quand je l'avais en FaceTime, au tout début, elle pleurait pas. Et je sais que j'ai appris par mes sœurs qu'elle pleurait juste après. Ma mère était effondrée. Et elle a pleuré une fois devant moi quand on était à la maison et que je lisais justement le fameux livre sur le pirate. Je le lisais à voix haute, moi je me suis mise à pleurer, elle est venue me faire un câlin, elle s'est mise à pleurer aussi et c'était très difficile pour elle. Elle essaie de pas me pleurer pour pas que... Je pense que tout le monde essaye de montrer qu'ils sont forts, mais je lui dis mais tu peux pleurer. Enfin, moi je comprendrais totalement que tu puisses pleurer parce que c'est une claque hein, quand on t'annonce que ton enfant est malade. Moi je préfère que ce soit moi que mes enfants hein, qui soient malades, hein, on va pas se mentir. Hein. Je me suis dit heureusement que c'est moi qui suis malade en fait. Parce que je supporterais pas que un de mes enfants le soit. C'est impossible, je ne saurais pas comment le gérer, la maladie d'un cancer d'un enfant. Enfin, ça arrive malheureusement à beaucoup de parents tous les ans. Mais j'aurais pas cette force. En tout cas, je pense que je la trouverais bien sûr parce qu'on dit ça sur le coup et on se retrouve toujours avec des ressources en nous qu'on ne soupçonnait pas. Mais je m'attendais pas du tout. En tout cas, ma mère, elle est très forte et elle attend qu'une chose, c'est que me dire, écoute, je peux venir t'aider si t'as besoin et je serai là et voilà. Mais c'était, je pense, très difficile pour eux d'avoir cette nouvelle, cette bombe atomique qui est arrivée, quoi. T'as évoqué aussi quelque chose. T'as évoqué l'envie d'un 3e enfant. Ouais. Ce cancer, est-ce qu'il te vole ce choix-là ? Alors. Ça va dépendre de si je suis porteuse du gène gène BRCA1 et BRCA2 qui sont les gènes qu'on transmet en fait, qui en gros, si j'ai ce gène, mes enfants peuvent l'avoir. En gros, mes enfants peuvent développer un cancer du sein. Il y a un taux énorme de développer un cancer du sein avant 40 ans. C'est l'exemple de Angelina Jolie, c'est exactement, qui a fait une double mastectomie préventive et elle a enlevé aussi une hystérectomie pour enlever l'ovaire parce qu'en fait c'est relié. Avec les appareils reproductifs. En gros, moi, il faudrait que je m'enlève l'ovaire si j'ai cette maladie, enfin l'utérus, si j'ai cette maladie. Donc je vais bientôt le savoir. D'ici un mois, je vais être fixée, je pense, sur ce résultat. En fait, moi, j'ai toujours voulu avoir un 3e enfant, donc j'ai déjà eu 3 grossesses. Malheureusement, que seuls 2 enfants derrière. Mais pas tout de suite, parce que notre fille, elle nous a été, elle était fatigante. On n'a pas du tout, c'est une petite fille qui a du caractère et on s'était dit, moi j'aimerais bien avoir un dernier enfant, idéalement j'aimerais bien avoir un petit garçon pour terminer, un enfant en pleine santé en tout cas, c'est tout ce que je demande, mais on aurait bien aimé adopter aussi. Et parce que moi c'est quelque chose qui porte en moi et mon conjoint aussi. Et déjà avec le cancer, l'adoption, en fait on peut tirer une croix dessus, hein, parce que surtout avec mon cancer que j'ai, en fait, il donne très difficilement l'agrément. Enfin, l'agrément, tu peux l'avoir, mais t'es jamais appelé, je pense, derrière pour un dossier. Je lisais beaucoup de choses dessus. Les gens abandonnent, en fait, le parcours parce qu'ils ne vont pas donner à quelqu'un qui risque de mourir, en fait. Avoir une récidive, etc. Alors qu'il y a tellement d'enfants en France qui aimeraient bien avoir un foyer, et voilà, mais malheureusement, c'est la triste maladie. Enfin, c'est le triste... le parcours l'adoption est un parcours du combattant. Et je ne sais pas si on a envie de partir là-dedans comme on s'était prévu. Et un 3e enfant, en fait, il aurait fallu déjà que je fasse une préservation d'ovocytes qu'on m'a proposé tout de suite. Préservation de la fertilité, comme ils appellent, que je n'ai pas voulu faire parce que déjà, ça veut dire que j'aurais dû m'injecter des choses et souffrir encore un peu. J'avais pas envie de souffrir à ce moment-là. Et ça a aussi retardé le début de la chimiothérapie. Et vu qu'elle était agressive, j'avais pas envie de retarder. Et aussi parce que à la base, lui et moi, on est très fertiles. On tombe enceinte. Je tombe toujours enceinte tout de suite. J'ai jamais eu de difficulté à tomber enceinte. J'ai cette chance-là. Et je me suis dit, si on a envie dans X années d'avoir à nouveau un enfant et que j'ai l'autorisation de l'oncologue, etc., et que ça n'entrave pas quoi que ce soit, ça ne me ravira pas un cancer, advienne que pourra, on essaiera, on verra. Mais en fait, il y a des maladies, effectivement, la grossesse peut te réenclencher. Parce que alors moi, je suis pas hormonodépendante, en gros, c'est pas causé par la grossesse. Il y a quand même des femmes qui ont le triple négatif quand elles sont enceintes.
Moi, ça me rend malade quand je sais qu'il y a une femme enceinte qui a cette maladie, parce que je trouve ça horrible. Pour moi, ça te vole ta maternité, ça te vole tes débuts de maternité. Mais on verra. Je sais pas encore. On verra comment d'ici là la recherche évoluera sur peut-être trouvera le cause de lien à effet entre grossesse et cancer. Et voilà, on verra. Et puis, si j'ai pas de troisième enfant, c'est pas grave. Ça m'aura effectivement volé ce truc, cette troisième grossesse hypothétique, parce qu'on voulait un troisième, mais en même temps, on savait plus trop si on voulait ou pas. On se laissait du temps pour le faire. Comme mes parents ont fait un enfant, quatrième enfant, 9 ans plus tard après avoir eu un enfant. Donc, moi, j'ai 12 ans d'écart avec ma petite sœur, et voilà, mais on verra. On sait pas, voilà, on verra plus tard. On verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, que je sois déjà en vie pour mes 2 enfants qui sont nés, c'est déjà le plus important pour moi. Et tu disais, ça t'a volé ton insouciance, en fait, surtout. Complètement, mais c'est fini. Enfin, vraiment, je m'en suis rendu compte de ça quand j'étais au parc avec mes enfants et que j'étais toute seule, son mari était en train de faire des travaux à la maison. Et je me reconnaissais pas parce que j'étais en mode cheveux courts. En fait, je sais pas, c'est juste que tout le look que j'avais ne me ressemblait pas. J'étais toute seule avec mes enfants et je me suis dit, je cache en là un secret. Les autres savent pas que j'ai un cancer, en fait. Et en fait, je me suis dit, et je les voyais avec leurs enfants, je les voyais en train de leur vie de parents, etc. Alors, ça se trouve, eux aussi ont des soucis différents de maladies ou autres. Hein. Mais si tu veux, quand tu es dans un parc avec d'autres parents, pas forcément que tu te compares, mais tu te dis, ils ont de la chance, eux. Enfin, ils sont dans cette insouciance. Enfin, tu t'imagines des choses et je me dis, en fait, ça m'a volé ça. En fait, ça m'a volé juste profiter d'être au parc et pas réfléchir à la maladie. Et j'étais en train de penser à la maladie alors que j'étais au parc. Et je me dis, mais je devrais pas réfléchir à la maladie là. Je devrais être en train de profiter de mes enfants qui sont en train de marcher, faire du toboggan, jouer avec eux. Et c'est ça que ça m'a enlevé, c'est cette insouciance, ouais. Qui est difficile à gérer, mais maintenant ça va mieux. J'ai un peu fait la paix avec ça. Enfin, je sais que ça me l'a volé à tout jamais, mais je suis moins dans la colère. Et est-ce que tu as la sensation qu'en tant que maman, tu as changé aussi, juste, tu vois, par rapport à la peur qu'il arrive quelque chose à tes enfants? Peut-être qu'avant, ça t'avait jamais traversé l'esprit. Aujourd'hui, tu sais que c'est une possibilité puisque ça t'arrive à toi. En fait, moi, là-bas, je suis une maman très cool. Je pensais être une maman très stressée dans la vie. Pas du tout. Je suis pas du tout stressée. Je suis pas... Et effectivement, ça m'a... Tu vois, par exemple, quand j'étais gamine, j'ai perdu une de mes cousines éloignées d'un accident domestique qui est tombée des escaliers à 1 an, qui est décédée... Et ma sœur avait le même âge, ma petite sœur. Donc j'étais confrontée à la mort à l'âge de 4 ans, du coup, quand cette cousine est décédée. Et j'ai toujours dit, mais comment tu deviens quand ton enfant, il arrive quelque chose à ton enfant? Comment est-ce que tu survis? Comment est-ce que tu reviens? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà quand j'étais enceinte de ma fille, on avait déjà perdu dans la famille des bébés, soit à la naissance, soit... juste après la naissance, soit in utero. Donc ça m'avait déjà beaucoup travaillé, perturbé. Déjà, ça avait déjà changé mon rapport à ça entre ma première grossesse et cette troisième grossesse. Et effectivement, t'as toujours peur que ton enfant a un accident à l'école. En fait, tous des trucs très bêtes, tu vois, c'est un accident. Et effectivement, la découverte d'une maladie qui peut arriver. Qui peut arriver, en fait, qui peut subvenir, qui peut arriver du jour au lendemain. Ou un accident à l'école, ou ailleurs. En fait, en ce moment, tu t'arrêtes plus de vivre, en fait. Enfin... Et c'est ça, en fait, que j'essaye de faire, moi, c'est de me dire, là, Émilie, tu profites de chaque jour. C'est pas un jour à te morfondre sur ta maladie, ou de stresser parce que n'importe quoi peut arriver. C'est vraiment profiter. Et cette maladie m'a quand même donné ça. Elle m'a donné... à la fois, effectivement, la perte de l'insouciance, j'ai peur effectivement que mes enfants, leur arrive quelque chose, et je me dis, attends, quand même, là, j'aurais vraiment pas de chance, hein, j'aurais quand même tout cumulé, je préfère que ce soit... Là, c'est bon, j'ai assez donné, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de drames. Si ça peut arriver, là, le cancer, que ce soit la dernière chose difficile qui m'arrive, pour avant X années, ça serait pas mal. Mais effectivement, tu penses à toutes ces choses-là, ça te change le rapport à ce niveau-là, mais je suis pas devenue stressée par rapport à ça. Parce que sinon tu vis plus du tout, quoi, je trouve. Tu as mentionné que potentiellement, et tu le découvriras bientôt, ça peut être génétique. Est-ce que ça veut dire que Pernie, ta fille, doit être suivie et Gustave aussi. D'accord. Parce que le cancer du sein touche aussi des hommes.
une fine majorité, enfin une fine minorité plutôt, je dirais. Ils sont pas beaucoup, ils sont une poignée d'hommes, hein, mais ça touche. Tu vois, je sais que dans un groupe de soutien dans lequel je suis, il y a un homme qui est dedans et qui est le seul, quoi. Il se voit refuser, tu vois, par exemple, toutes les associations sur le cancer du sein, quasiment, il y en a aucune qui lui dit, qui l'aide en fait, parce que c'est un homme. Je trouve ça honteux. En fait, c'est que ouvert pour les femmes, et les hommes sont pas dedans. Donc Gustave va être aussi, si tu veux, concerné par ça. Ils vont tous les deux faire les tests génétiques, mes sœurs aussi. Et j'aurais très peur que, mais effectivement, ça joue, en fait, de lui donner ça, moi, ça va me rendre malade. Hein. Je vais me dire que je vais lui voler son insouciance à elle aussi, qu'elle va devoir sûrement se faire une hystérectomie et une mastectomie. C'est pas possible, quoi. Enfin, elle a que 15 mois, là, ça me rend malade. Donc j'espère sincèrement que j'ai pas le cancer du sein. Enfin, que j'ai pas le cancer du sein génétique. D'accord. Tu viens de parler du groupe de soutien que tu as. C'est au sein de l'hôpital qui propose ça ou c'est des associations? Non, c'est sur Facebook, en fait. C'est sur Facebook, il y a des groupes de soutien. En fait, ça aide beaucoup. Je suis sur 3 groupes différents pour avoir des soutiens complètement différents, pour poser des questions, etc. Et sur l'un des groupes, je pense sur le groupe de Géraldine Dormois, je sais qu'il y a un homme qui est dessus. Mais ouais, dans l'autre, je sais pas s'il y a des hommes triple négatifs. J'ai pas l'information. Faudrait que je demande à mon oncologue. Et tu sens qu'avoir un soutien de gens qui vivent exactement ce que tu vis, c'est précieux et ça te fait une bouffée d'oxygène? Complètement. En fait, quand j'ai appris que j'avais ce cancer, j'ai eu beaucoup de soutien, de messages de personnes qui qui m'ont contacté pour me parler de leur cancer. Pas forcément cancer du sein triple négatif, mais d'autres cancers hormonodépendants. Et en fait, je me suis rendu compte que ça touchait énormément de femmes. Enfin, c'est une femme sur 8, hein. Et c'est pas pour rien qu'on le dit, c'est-à-dire que il y a une cousine de mon conjoint que je savais pas du tout, ça se voit pas du tout qu'elle a eu, enfin elle a eu à 14-15 ans, qui était dévastée quand je lui ai appris, qui est une femme d'affaires, et ça se voit pas. Elle m'a dit que dans son entreprise, il y en a beaucoup qui l'ont eu, et effectivement j'en ai qui m'ont contacté pour me dire qu'elles en ont eu un aussi, et je savais même pas, des gens que je côtoyais. Il y a des gens, il y a une RP avec qui j'ai travaillé pour une marque de luxe aussi, qui m'a envoyé un message et qui est un soutien, qui m'a appelé elle m'a tout donné, tous ses tips, elle m'a appelé. Et en fait, ouais, t'as plein de femmes qui viennent te contacter, puis elles, et toutes celles qui découvrent qu'elles ont un cancer aussi, qui m'ont découvert par le podcast ou des personnes qui les ont réorientées vers moi, qui sont perdues, qui se retrouvent bouche bée et sous le choc d'apprendre leur cancer et qui viennent vers moi pour avoir des conseils aussi. Après, t'as vraiment du soutien. C'est-à-dire que moi, je suis dans un groupe, là, on est avec les groupes de cancer triple négatif, on est en train de mener une action pour le 4 février. On aimerait bien avoir une campagne d'affichage partout en France, enfin, en tout cas dans les grandes villes. Je suis en train de créer les affiches pour qu'on mette un visage et un âge aussi sur ces femmes qui ont le cancer du sein triple négatif qui touche quand même... Nous, dans notre groupe, on est plus de 54% de moins de 40 ans. Et... beaucoup sont mamans ou aimeraient bien être maman aussi parce qu'elles ont la vingtaine, elles ont appris leur cancer pendant la vingtaine. C'est des actions comme ça et en fait on se soutient beaucoup. On a un groupe WhatsApp, on fait tous les mercredis des discussions, des réunions pour parler de ce qu'on peut faire. Et puis moi, vu que j'ai le réseau quand même avec Instagram et aussi mon ancien métier, attaché de presse, plus tout ça, en fait j'essaie d'avoir des parutions, des discussions, qu'on en parle et qu'on en parle en fait toute l'année et pas qu'en octobre rose. Parce que le cancer, il n'est pas là qu'en octobre, hein, il est toute l'année. Donc pour avoir vraiment mené des campagnes de prévention et qu'on apprenne, et surtout que moi, le but, c'est que les médecins, le personnel médical, qui, moi, quand même, c'est des sages-femmes qui n'ont pas su me dire qu'un cancer du sein faisait mal et qui n'ont pas réussi à me diagnostiquer ce cancer 9 mois plus tôt. Puisque j'ai eu les premières douleurs au mois de janvier 2020. Et il a suffi que je passe cette échographie mammaire le 1er octobre 2020 pour avoir un début d'explication. Donc c'est aussi sensibiliser le personnel médical qui n'est pas au courant qu'un cancer du sein peut faire mal, que ça peut toucher les femmes de la vingtaine, la trentaine, et qu'il faut les écouter. Si elles te disent qu'elles ont mal, si elles disent qu'elles ont une petite boule, c'est les orienter, dire « Écoute, je sais pas, je vois pas, va passer l'échographie mammaire ».
Quand on ne sait pas, c'est pas grave. Mais ne pas poser un diagnostic comme moi j'ai eu, qui était une déchirure musculaire, qui m'a fait perdre un temps fou. J'ai vu 3 personnes différentes qui m'ont posé le même diagnostic et à qui j'ai fait confiance. Parce que c'était des femmes, par exemple, les 2 premières, qui s'occupaient de ma rééducation du périnée, à qui j'ai parlé de tout, d'autres qui s'occupaient de ma suivi de grossesse, que j'ai adoré et que j'adore vraiment, et qui je n'en veux pas. Si elles écoutent le podcast, je leur en veux pas du tout, parce qu'on n'a pas réussi à se parler depuis. Moi, je peux plus pour l'instant les voir, et j'ai pas envie qu'elles se soient mal parce que j'ai parlé de ça publiquement. Mais je veux juste que tous les personnels médicaux qui vont écouter soient à l'alerte. Et j'ai eu beaucoup de femmes, moi, qui m'ont dit que du coup, dorénavant, elles seront beaucoup plus à l'écoute des femmes. Elle veut pas passer à travers un diagnostic. Et c'est vraiment moi, je me dis que le cancer, il m'a pas touché pour rien, qu'il m'a touché pour quelque chose, pour faire changer les choses. Et c'est pour ça que je veux me battre, et c'est pour ça que je veux donner de la notoriété à ce cancer. C'est à la fois pour faire la prévention auprès de ma communauté. Je crois que j'ai eu à peu près 5000 personnes qui sont allées se faire dépister suite à mon message, par rapport à tous les messages que j'ai reçus. J'ai reçu des centaines de mails de personnes qui m'ont demandé une liste de de gynécologues à Paris que mes copines qui m'avaient aidé pour mon diagnostic m'avaient donné. Après, j'ai pas la liste complète, il y en a plein que j'ai pas du tout, hein, mais j'ai 5-6 adresses de personnes très bien et bienveillantes. Parce que je sais que la gynécologie, il y a eu toutes les violences obstétricales, il y a eu tout ce rapport aussi. Moi, j'ai eu des gynécologues qui m'ont traumatisée, pour lesquels j'allais plus du tout les voir à cause de ça. Et en fait, c'est pas normal. Du coup, j'ai donné ma santé auprès de sages-femmes à qui on demande beaucoup de choses. On demande un suivi complet, plus les seins. Mais elles savent pas tout faire. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus le même parcours qu'une gynécologue. Ou elles n'ont pas les mêmes formations non plus là-dessus sur la prévention du cancer. Elles savent, elles font de la palpation, mais elles n'ont pas tout le reste. Donc en fait, j'aimerais aussi qu'on aide plus de gynécologues à s'établir, qu'elles aient aussi des délais qui ne soient pas de 6 mois pour des femmes, et qu'on laisse les sages-femmes s'occuper de la grossesse comme elles le font parfaitement, du suivi de grossesse, etc. Mais qu'on retrouve aussi la gynécologie aussi au cœur du dépistage aussi, parce que c'est à cause de ça aussi, que y a un vrai manque de gynécologues en France et des délais qui sont très longs. Moi, j'ai une gynécologue à Rouen qui est géniale, qui est à mon centre de de cancérologie, qui m'a aidée, qui m'a posé un stérilet, et en qui on a une discussion complètement féministe sur le sujet. Je suis trop contente de l'avoir parce qu'elle est géniale et aucunement jugeante ou méchante, ou elle est vraiment bienveillante, et malheureusement elle s'occupe que des personnes malades comme moi, donc elle me suivra après, mais je peux pas lui donner, c'est pas une personne en ville où je peux donner son contact, mais on manque de personnes comme elle, on manque de personnes à l'écoute, et clairement il faudrait que tout le monde soit formé sur ce sujet-là, que ce soit plus un tabou, et que on nous apprenne, nous jeunes adolescentes même, à savoir diagnostiquer le moindre boule sous les seins, sous les aisselles. Et on en parle dans les campagnes de prévention d'octobre, on va beaucoup passer les campagnes, etc., comment faire. Mais en fait, je pense que les filles, elles se disent que ça les touche pas tant que ça touche pas quelqu'un qu'elles connaissent, et que ça touche pas. En fait, moi, je pensais pas du tout que j'aurais un cancer du sein. Je pensais être protégée de ça. Donc, si mon message peut leur dire, en fait, ça touche vraiment tout le monde, sans distinction d'âge et de notoriété et de classe sociale, professionnelle, ça serait déjà une grande victoire. J'ai une dernière question. Est-ce que le fait d'avoir des enfants, pour toi, c'est une force supplémentaire qui t'aide beaucoup dans cette maladie, ou d'un autre côté, ça génère aussi l'angoisse de te dire que potentiellement tu peux ne plus être là? Ça fait exactement ce que tu dis. En fait, à la fois, c'est une boule je me bats pour eux, je me bats pour qu'ils voient leur maman grandir. Je t'avoue que c'est pas toujours facile quand t'es fatiguée et que tu dois gérer la fatigue de la chimiothérapie, etc., et que tu dois gérer tes enfants. Les réveils nocturnes, même si c'est mon conjoint qui se lève beaucoup, mais il a aussi beaucoup de choses à gérer. Il est entrepreneur, il est crevé, il a des problèmes de dos, il passe à côté, tu vois. Enfin, c'est horrible parce que du coup, il se met aussi, lui, entre parenthèses pour moi, pour que je puisse être bien. Et j'en ai conscience. Hein. Et à la fois, moi, t'as toujours peur de mourir, donc c'est aussi cette angoisse. Mais
Je me dis des fois, je vois des femmes qui ont rien entre guillemets, elles ont pas cette pression-là d'avoir les enfants et du coup elles peuvent se reposer plus facilement que moi je pourrais me reposer. Des fois je les envie, c'est horrible, hein, alors qu'elles, elles aimeraient avoir des enfants, parce qu'elles aimeraient avoir cette force-là. Je pense qu'on est dans une ambivalence quand t'es malade là-dessus. T'aimerais bien être reposée, te dire je peux juste souffler, me reposer, faire que les trucs que j'ai envie de faire et pas de rendre de compte et vraiment dormir et vraiment profiter à fond de ma convalescence. Et bah des fois t'as pas le choix quoi. Moi j'ai ma fille malade cette semaine d'une laryngite qu'elle m'a refilée. J'aimerais bien me reposer et j'aimerais bien, c'est chaud. C'est chaud là-dessus, mais bon après c'est ta force aussi au quotidien, hein. Je vais pas mentir, hein. J'ai de la chance d'avoir eu des enfants et je sais qu'il y a des femmes qui se battent, qui ont un cancer du sein, qui se battent pour avoir un enfant derrière. Donc j'ai absolument pas à me plaindre. J'aimerais vraiment qu'elles puissent connaître ce bonheur et donc c'est vrai que c'est cette ambivalence-là, à la fois de partir et de les voir, de les laisser orphelins. Et à la fois, c'est ma force aussi, et même s'ils me fatiguent au quotidien, en bas âge, c'est pas la même chose que des enfants qui sont un peu plus âgés. Voilà, mais heureusement qu'ils sont là. Merci beaucoup, Émilie. Merci à toi. Non, j'espère que ça va aider aussi les mamans qui sont dans ton cas. Je l'espère, et qu'elles n'hésitent pas à écouter tout là-dessus et se renseigner, et aller sur tous les groupes de soutien et parler quoi. Faut pas avoir honte de cette maladie et il faut en parler pour la faire connaître autour de soi. Merci. Merci à toi. C'était Émilie Daudin, entrepreneuse et maman atteinte d'un cancer. N'oubliez pas, faites-vous dépister au moindre doute. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux @lamatrescence. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.